Bien, si tout le monde a pris place, je viens d'entendre même un peu plus que 18 heures. C'est 18 heures de Noël. Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous ouvrions cette séance et bienvenue pour cette dernière séance de l'année du Conseil municipal. Enfin, quand on dit, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des urgences, mais ce n'est pas vraiment prévu. Monsieur le directeur général des services, si vous voulez bien commencer par l'appel. Merci, monsieur le maire. Monsieur Dominique Barre. Présent. Madame Myriam De Smet. Présente. Monsieur Sébastien Fitaman. Présent. Madame Michel Coquel. Présente. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Madame Zora Reifert. Présente. Monsieur Karl Monrabal. Présent. Madame Martine Leblanc. Présente. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Excusez, procuration Sébastien Fitaman. Monsieur Azedine Taleb Ahmed. Présent. Madame Sylvie Zaidi. Présente. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Excusez, procuration Jacques Delfosse. Monsieur Jacques Delfos. Monsieur Guy Noël Lemay. Monsieur Steve Dematos. Excusez, procuration Sylvie Zaidi. Monsieur Benjamin Cailleret. Présent. Madame Annie Chantry. Madame Emeline Boite. Présente. Monsieur Pascal Lucas. Excusez, procuration Michel Coquel. Madame Basma Amami Delaï. Madame Béatrice Dujardin. Présente. Madame Laurine Lemoine. Présente. Monsieur Rabat Damani. Excusez, procuration Myriam De Smet. Enfin, plus exactement, il va arriver un petit peu en retard. Madame Et donc, Pamela Gilbert. Présente. Monsieur Steven Maroukou. excusez, procuration Tariq Meki. Madame Catherine Osson. Présente. Madame Océane Lévesque. Excusez, procuration Emeline Boite. Madame Lina Jaffer Chéry. Excusez, procuration... je l'avais tout à l'heure. Gilbert Charles. Monsieur Vézal Spiral. Excusez, procuration Lorraine Lemoine. Madame Laura Delplan. Excusez, qui est actuellement salle d'opération, procuration Pamela Gilbert. Monsieur Brice Vétématouba. Excusez, procuration Karl Monrabal. Monsieur Michel Debac. Excusez, procuration Annie Chantry. Monsieur Christophe Ritchie. Madame Marjorie Delrue. Monsieur Denis Croyer. Alors, excusez, procuration Marjorie Delrue, je crois. Hein. Attendez, hop, je ne bougeais pas. Oui, c'est ça. Madame Sophie Félix. Monsieur Messaoud Chayani. Monsieur Jean-François Soyer. Présent. Madame Marjorie Farassi. Monsieur Eddy Godot. Madame Axel Delannoy. Très bien, merci mes chers collègues. Avant que de désigner notre secrétaire, je crois qu'en mémoire, en la rajeunissant d'une journée, nous pouvons souhaiter un excellent anniversaire à Madame Pamela Gilbert. Très bon anniversaire, chers collègues. Alors, nous avons à prononcer la désignation du secrétaire. En l'absence d'Océane Lévesque, Benjamin Cailleret devrait être notre Benjamin. Et je vois que quelques sourires naissent dans cette assemblée. Et donc, mes chers collègues, je propose qu'il assume cette fonction de secrétaire. Pas d'objection, je suppose. Il en est donc ainsi désigné. S'agissant du Conseil du 9 novembre dernier, son procès-verbal n'a pas encore été finalisé. Celui-ci sera donc soumis à votre approbation, mes chers collègues, lors de notre prochaine séance. Des communications, je n'en ai pas à proprement parler, puisqu'il n'y a pas eu de conseil métropolitain depuis notre dernier conseil municipal. Je ne peux donc communiquer, comme j'en ai l'habitude, sur les délibérations métropolitaines. Je le ferai lors du prochain conseil municipal. Toutefois, le conseil métropolitain ayant lieu demain, vendredi 16 décembre, je peux informer notre assemblée de délibérations importantes qui auront des conséquences pour notre ville, on en reparlera, à savoir, d'abord au bureau du 16 demain matin, la délibération B 541 qui attribue 2 fonds de concours transition énergétique et bas carbone pour des investissements municipaux à hauteur de 52 172 € pour l'un et de 16 756 € pour l'autre. Voilà, 68 000 €, bienvenue. Au conseil de demain soir, 3 délibérations particulièrement importantes. La C401 pour le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour le déploiement d'une offre de services de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique. Waterloo est candidate, cher Sébastien Fitaman, dans cet appel à manifestation d'intérêt. La C460, qui est le lancement du plan piscine 2
en vertu duquel la MEL assurera la construction et l'exploitation d'une ou plusieurs nouvelles piscines. Cela intéresse évidemment beaucoup notre ville. Enfin, la C481 qui lance l'extension du cimetière métropolitain de Wattrelos. C'était un souhait de notre programme municipal et je suis très heureux de cette décision, si elle est votée demain soir, bien sûr, car c'est une décision très importante. L'extension programmée sur 1 hectare du cimetière métropolitain permettra d'aménager 900 places supplémentaires. Cher Henri Gadot, vous voyez que la persuasion finit par l'emporter. Voilà, c'est quelques communications qui n'en sont pas, car toutes ces délibérations ne sont pas encore votées, mais il me paraissait important, avant la trêve de la fin de l'année, de vous en informer. L'ordre du jour, je le soumets à l'Assemblée, avec l'organisation des débats sur les projets de délibération qui étaient concertés avec les présidents de groupe, une intervention du groupe avec vous pour Wattrelos sur le rapport numéro 1. Je crois qu'il n'y a plus que celle-là, je crois. Voilà. Je n'ai pas eu connaissance d'autres demandes d'intervention. Il n'y en a pas d'autres, puisqu'il n'y a pas eu d'autres demandes d'intervention. Y a-t-il des votes contre cet appel à l'ordre du jour? Des abstentions? Il en est donc ainsi décidé. J'appelle l'ordre du jour. Les rapports présentés, je le rappelle, ont été soumis à l'examen des commissions finances, économie et administration générale et développement durable, urbanisme et travaux, réunis conjointement. Nous allons procéder au vote des délibérations classiques. Je vous le propose avant d'aborder le débat sur le rapport d'orientation budgétaire, le rapport numéro 1 que nous traiterons plutôt en fin de séance. Donc, Madame Desmet, on en arrive à vos rapports. Vous avez les rapports 2 à 7. Merci, Monsieur le maire. Alors, rapports 2 et 3, deux délibérations cadre administratif comme chaque année. La délibération numéro 2, personnel municipal, modification du tableau des effectifs, création de postes, a pour but la création des postes nécessaires pour permettre aux agents d'accéder à un grade supérieur. La délibération numéro 3, ratio promu-promouvable pour les avancements de grade, elle a pour but d'adopter par cette délibération les ratios promu-promouvables toujours pour les avancements de grade 2022. Les délibérations 4 et 5, donc ce sont les délibérations qui correspondent au versement de la participation financière de la ville aux associations liées à la convention globale territoriale. Donc ces deux délibérations correspondent au reliquat de l'acompte de 70% et au solde des actions réalisées par ces deux associations. Et elles ont pour but de vous permettre de procéder au versement de la participation de la part ville pour la réalisation des actions, pour les actions qui sont mises en œuvre. Donc la délibération numéro 4 concerne l'association Actijeune, la délibération numéro 5 concerne les centres sociaux. La délibération numéro 6, elle correspond à une convention entre la ville et le CCAS par rapport à la mise en place d'un logiciel de gestion du temps de travail. Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau logiciel pour permettre la gestion du temps de travail mutualisé pour les personnels de la ville et du CCAS. Il convient donc de mettre en place une convention entre la ville et le CCAS pour permettre l'utilisation de ces matériels et la répartition financière. La délibération numéro 7 concerne un avenant à la TFPB. Cette délibération est liée à la prolongation du contrat de ville jusqu'en 2022. Le contrat de ville, je le rappelle, était signé 2015-2020. Il a été prolongé jusqu'en 2022. 2023. Dans le cadre du contrat de ville, on avait une convention avait été signée pour les quartiers prioritaires entre la ville et le bailleur Villogia. Elle correspond à un abattement dit TFPB, taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet abattement doit permettre aux bailleurs de mettre en œuvre dans les quartiers dits prioritaires des actions qui visent à l'amélioration du quotidien des habitants,
à la tranquillité publique et à l'amélioration du cadre de vie. Il s'agit donc de vous permettre de signer un avenant de prorogation pour aller jusqu'à la fin jusqu'à l'expiration du contrat de ville. J'en ai fini, monsieur le maire. Merci, chère madame. Je n'ai été saisi de demande d'intervention sur aucune de ces délibérations. Je peux les mettre aux voix globalement? Écoutez, je les mets aux voix globalement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Merci. Madame Coquel, vous avez les rapports 8 et 9. Et dans un souci de cohérence, vous présenterez le rapport numéro 9 avant le rapport numéro 8. Mes chers collègues, monsieur le maire, il s'agit d'une convention de partenariat pour lutter contre l'isolement des aînés et des plus fragiles en situation de handicap. La canicule de 2003 avait porté un focus particulier et dramatique sur l'isolement grandissant des personnes âgées. Ce constat s'est confirmé lors de la crise Covid-19. Les précisions d'évolution démographique sur le vieillissement de la population et l'isolement qu'il induit amènent à adapter les politiques publiques à prendre en compte cette problématique. Donc le Conseil départemental du Nord et la Maison départementale des personnes handicapées du Nord souhaitent lier un partenariat avec la ville de Wattrelos grâce à une convention pour lutter conjointement contre l'isolement des publics fragiles ou en situation de handicap. Donc l'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec le conseil départemental du Nord et la MDPH du Nord, ainsi que tout document s'y rapportant. D'autoriser monsieur le maire à rechercher les financements afférents, de déléguer les missions à réaliser dans le cadre de la dite convention au CCAS de la ville de Wattrelos. Donc je passe à la délibération numéro 8. Donc c'est le projet de volontariat intergénérationnel. Donc le département du Nord a souhaité encourager les initiatives communales pour favoriser le rôle social et l'inclusion des personnes âgées pour prévenir leur perte d'autonomie. Donc la ville a répondu à cet appel, à l'initiative sur le volet intergénérationnel. Ainsi, il s'agira de signer une convention de volontariat avec 20 jeunes âgés de 18 à 25 ans, en priorisant les jeunes en fragilité économique, pour mettre en place des actions ou soutenir les actions mises en place dans les résidences autonomie en direction des personnes âgées avec une attention particulière vers les personnes fragilisées. Donc, au vu des missions du CCAS et des actions mises en place par celui-ci pour rompre l'isolement des personnes âgées, il est proposé de transférer cette action au CCAS. Il s'agit d'une somme de 10 000 €. Donc, d'accepter la recette de 10 000 €, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent, de transférer la mise en place, le suivi et l'évolution du projet au CCAS et de fait de lui verser la recette. J'en ai terminé, monsieur le maire. Ok, par ce facilité administrative, pas d'objection, je suppose à toutes ces délibérations, je les mets aux voix globalement. Des votes contre, des abstentions, elles sont donc adoptées à l'unanimité. Merci madame Coquel. Monsieur Gadeau, vous avez les rapports 10 à 12. Merci monsieur le maire. Chers collègues, les trois délibérations, la première, rapport numéro 10 concernant le barème des concessions et des droits divers dans les cimetières, c'est une délibération annuelle et le tarif qui vous est proposé en annexe augmente de 1% comme les tarifs des cimetières communautaires de la Melle. Le rapport... Alors, il y a une page 11 et 12. C'est convention d'occupation entre la ville de Wattrelos et GRDF pour le rapport numéro 11 avec Enedis pour le rapport numéro 12. Ça concerne l'installation des postes de détente gaz et électrique sur l'ancienne friche de Saint-Liévin pour pouvoir alimenter tout ce qui est les bâtiments qui ont été en construction et à venir. J'en ai terminé, monsieur le maire. Je crois que ça n'avait échappé à personne. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur ces conventions d'occupation. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, monsieur Gadeau. Monsieur Mecky, vous avez le rapport numéro 13. Puisse-t-il vous porter chance? Je vous remercie, monsieur le maire. En l'espèce, il s'agit d'une sollicitation AERI pour participation financière de la commune pour réalisation de l'action AERI Chantier Espace Vert Beaulieu en partenariat avec Vilogia.
Pour l'ARI, on peut parler d'ACI, d'un atelier et chantier, donc chantier aux sciences globales d'insertion. Depuis plus de 2 décennies, ils sont amenés à proposer une mise en situation de travail et un accompagnement professionnalisant à des personnes éloignées de l'emploi durable. Quand on connaît toutes les barrières qui peuvent exister avant d'y accéder, grâce à un travail d'équipe à taille humaine et à l'accompagnement de conseillers en insertion, c'est un parcours de réassurance, d'acquisition d'expérience professionnelle et de formation qui est proposé. On peut parler d'activité tremplin. Les buts visés sont l'entretien des espaces verts et visent le retour à l'emploi durable des bénéficiaires du chantier qui habitent le quartier en priorité. Cette année, sur les 7 salariés accompagnés, 5 sont domiciliés dans le quartier de Beaulieu. Le montant étant de 30 KE, d'où la convention selon décret. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Je vous remercie, monsieur le maire. Très bien, c'est un chantier qu'on renouvelle déjà depuis pas mal d'années et qui a aussi son utilité en termes d'insertion économique, surtout sur un quartier comme Beaulieu. Il n'y a pas de demande d'intervention, en tout cas il n'y en a plus. Et donc je peux mettre aux voix cette délibération. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci monsieur Mecky. Madame Reffers, vous avez les 14 et 15. Merci monsieur le maire. Le rapport 14 concerne le nouveau programme de renouvellement urbain, les villas et plus particulièrement le bilan de concertation préalable. Donc, dans le cadre de l'aménagement du quartier des villas et comme le prévoit le Code de l'urbanisme, une concertation avec les habitants du quartier a été menée sous la forme de conseils citoyens, réunions publiques ou d'ateliers participatifs. Afin de pouvoir tirer le bilan de cette concertation par délibération lors du prochain conseil communautaire, la MEL a sollicité la ville afin que le conseil municipal donne son avis sur ce bilan. Un avis favorable est donc proposé au conseil municipal. Le rapport 15 concerne la cession d'un parcellaire au département du Nord pour le collège Pablo Neruda. Donc, par délibération du 4 février dernier, le conseil municipal avait donné son accord pour la cession de 3 parcelles dans le cadre de la délocalisation et la reconstruction du collège Neruda. Les services du département ont à nouveau saisi la ville afin d'intégrer une bande de terrain de 88 mètres carrés non cadastrée, considérée comme du domaine public. Il est donc proposé au conseil municipal de donner son accord sur la cession de ce bien et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte à intervenir. J'ai terminé, monsieur le maire. En effet, madame, et je vais vous faire une confidence, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention sur aucune de ces 2 délibérations. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Nous en arrivons donc au rapport numéro 16, mais il a été retiré de l'ordre du jour. Il s'agissait du regroupement des directions des écoles Curie, rapport retiré à la demande de l'inspection de l'éducation nationale. On en arrive au rapport 17 de M. de Matos, qui est actuellement en déplacement professionnel. Il s'agit du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de jeunes enfants. Quelques mots simplement pour le présenter, mais cela a été fait en commission. Je rappelle que le conseil municipal a adopté le règlement de fonctionnement par délibération du 20 mars 2021 avec entrée en vigueur au 1er avril 2021. 5 mois plus tard, le décret numéro 2021-1131 du 30 mars 2021 est venu modifier l'architecture réglementaire applicable en la matière. Et dès lors, ce décret modifié, lui-même d'ailleurs par un décret du 30 août 2022, comme ça je vous dis tout, fait obligation de se mettre en conformité au plus tard au 1er janvier 2023. C'est cette mise en conformité que le texte qui vous est présenté dans cette délibération réalise. Voilà, pour essayer de mettre un peu en perspective purement juridique cette délibération. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Des avis négatifs ? Les abstentions est donc adopté à l'unanimité. Merci. C'est pas comme ça que je vais faire revenir M. de Matos au Conseil si vous votez quand il n'est pas là. Alors, Madame Amami, nous arrivons au rapport numéro 18. Alors, il s'agit d'une délibération relative au recensement de la population. Ce recensement va se dérouler en janvier et en février 2023. L'INSEE, pour ça, comme chaque année, va nous verser une dotation qui va permettre de rémunérer les agents recenseurs.
Donc il y a deux enjeux importants à ce recensement. Le premier, c'est que ça va déterminer la population et que par conséquent, ça va déterminer la dotation, la participation de l'État au budget communal. Et ça va nous permettre aussi d'adapter d'ajuster notre action en fonction des besoins de la population. Donc il convient de voter cette délibération pour autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce recensement et décider l'ouverture du budget à l'exercice 2023. Merci madame, c'est un travail un peu lourd, fastidieux, incontestablement, mais tellement important, et je crois bien avoir vu, mais je n'ai pas eu le temps de décortiquer les chiffres, je les redonnerai au prochain conseil. On vient de recevoir, je pense, la notification de l'INSEE sur la population de la ville, et pour la première fois depuis très longtemps, elle réaugmente. Et c'est une excellente nouvelle parce que, comme vous l'avez dit, ça conditionne aussi l'évolution des ressources de la ville. Voilà. Délibération assez classique que celle-là pour permettre la rémunération des agents recenseurs. Pas d'objection, je suppose, pas d'avis négatif, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. On en arrive à mes rapports. Alors, je vais essayer de les scinder en trois parties, si j'ose dire. D'abord, les rapports 19 et 20, qui sont les conclusions d'avenant à la convention avec l'association Actigène d'une part et l'association des centres sociaux d'autre part. En effet, comme il s'agit de délibérations récurrentes, mais dès lors qui ont été présentées d'ailleurs tout à l'heure par Madame Desmet, mais dès lors qu'on verse une subvention supérieure à 23 000 € aux associations, il convient de signer un avenant. C'est l'objet de ces deux délibérations d'avenant aux conventions initiales. Voilà. Bon, pas d'objection, je suppose, sur ça. Alors, une précision néanmoins. Je rappelle évidemment néanmoins, disais-je, que pour le rapport numéro 20, M. Chayani, signataire de la Convention pour l'association des centres sociaux, ne prendra pas part au vote. Il y veillera scrupuleusement. Donc voilà, je n'ai pas d'avis négatif, pas d'abstention non plus. C'est donc adopté à l'unanimité, moins une voix, celle de M. Chayani, qui ne prend pas part au vote, mais qui ne vote pas négativement. C'est heureux. J'ai ensuite deux rapports, les numéros 21 et 22, qui sont des rapports, j'allais dire, essentiellement conservatoires. D'abord, une décision modificative numéro 3, qui prend acte des versements opérés à Actigène justement et aux centres sociaux qui ont fait l'objet d'un vote précédent lors des délibérations de Mme Desmet, ne prendront pas part au vote de cette décision modificative numéro 3, les élus faisant partie du conseil d'administration d'Actigène et de l'association des centres sociaux, à savoir Tariq Mekki, Laura Delplanque, Asdine Taleb Ahmed, Steven Marouki, Basma Amami Belaïd, Messaoud Chayani et Annie Chantry. Voilà pour la délibération numéro 21. Pour la délibération numéro 22, il s'agit des mesures conservatoires que nous avons l'habitude d'adopter en cette période de l'année dès lors que le budget 2023 ne sera pas voté. Vous le savez, elle est nécessaire. Avant la fin décembre, nous devons en effet autoriser les services à dépenser en investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent sur le premier trimestre. En tout cas, dans l'attente du vote, cela concerne un certain nombre de chapitres qui figurent dans la délibération. Les chapitres 20, les immobilisations incorporelles, les subventions d'équipement, chapitre 204. L'immobilisation corporelle, chapitre 21, immobilisation en cours pour le chapitre 23 et les travaux exécutés d'office pour le chapitre 45. Voilà, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je peux mettre aux voix, je pense, les deux délibérations. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Elles sont donc adoptées à l'unanimité. Et on en revient donc au rapport numéro 1, qui est l'essentiel, évidemment, de ce conseil municipal, puisqu'il est consacré au débat d'orientation budgétaire. Le temps que la technique s'installe, si j'ose dire. Ah ben, elle s'est installée vite, alors. Monsieur Mekki, est-ce que vous avez réglé votre problème de visio? Bien, vous m'autorisez à démarrer? Mais comment vous allez faire pour noter? Allez, mes chers collègues, comme à l'accoutumée, évidemment, je vous propose une présentation numérique.
Le débat d'orientation budgétaire est un débat qui intervient évidemment entre nous. Il se fait sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire qui vous a été communiqué avec ses annexes sur la fiscalité, sur la dette et sur le personnel. Et je vous propose, après l'avoir présenté à la Commission des finances, de vous présenter synthétiquement, de manière numérique, oh là, ça va être compliqué à voir ça. Je ne suis pas sûr que la vision... je vais essayer de le lire posément. Alors, vous ne pouvez pas forcer un petit peu la couleur, là je crois qu'il est un peu flou, là. Non. Oui, il faudrait peut-être éteindre un peu, alors ce serait quand même mieux. Surtout là, hein. C'est mieux ? Bon, je vais essayer de parler très lentement pour que vous puissiez en lire l'essentiel. Bien, donc dans cette présentation, je ne vais pas refaire la synthèse de ce qu'est un débat d'orientation budgétaire. Tout le monde le sait, mais je le rappelle pour nos auditeurs que je salue. C'est évidemment une obligation légale, un débat qui doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget 2023, en vertu de l'article L23-21-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est un débat qui se tient entre majorité et opposition sur la base d'un rapport, le ROB, celui dont je parlais il y a un instant, document qui précise, en l'état actuel des informations connues lors de sa rédaction, les éléments de contexte économique, légal et local qui permettent d'appréhender les prévisions de recettes du prochain budget. Cela doit permettre à chacun de préciser alors sa stratégie financière, de fiscalité et ses prévisions de dépenses. Le débat d'orientation budgétaire, c'est donc un éclairage utile pour nos concitoyens, dès lors, bien sûr, que chacun précise ses choix. Ce sont, je le rappelle, des prévisions qui sont formulées. Les décisions réelles, ce seront les dépenses et les recettes qui seront votées dans le budget 2023, un vote qui interviendra, comme je le disais tout à l'heure, dans la première quinzaine de février 2023. Sur le fond, ce débat d'orientation budgétaire 2023, soyons francs, se déroule dans un contexte particulier où jamais il n'y a eu autant d'incertitudes. Face à ces incertitudes, notre majorité, dans sa réflexion sur la construction budgétaire 2023, propose de la prudence, de la résilience et de la constance. Je présenterai donc ce rapport d'orientation budgétaire, ça ne surprendra personne, en 3 parties. D'abord, une première partie pour dire que dans cette fin 2022, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Alors d'abord, bien sûr, des incertitudes économiques et sociales majeures, mais aussi des informations encore incomplètes sur certaines dispositions législatives et d'intervention de l'État. La deuxième partie évoquera, heureusement pour notre ville, des certitudes qui bornent favorablement le présent et l'avenir financier de Wattrelos. D'abord, l'accompagnement budgétaire de l'État, qui est positif. Ensuite, l'examen de l'année qui vient de s'écouler, 2022, où si les comptes de la ville ont pris un choc, comme dans beaucoup de communes, les résultats 2022 restent ici positifs. Enfin, rappelez que la ville dispose de perspectives haussières de ses recettes. La troisième partie, après ces incertitudes et ces certitudes, nous permettra d'évoquer plus concrètement la préparation 2023. Elle se veut, comme je le disais, à la fois prudente, résiliente, constante. Prudente dans la stratégie, résiliente dans les choix d'investissement, constante dans les choix fiscaux et sociaux. Alors, d'abord, évidemment, la première partie. Pendant cette première partie, permettez-moi de revenir un peu sur les incertitudes de cette fin 2022. Il y en a vraiment beaucoup. D'abord, bien sûr, des incertitudes économiques et sociales majeures. On se souvient que la crise sanitaire avait fait plonger l'économie mondiale en récession en 2020, une économie mondiale qui s'était redressée ensuite en 2021. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'économie mondiale est à nouveau profondément bousculée. Tensions géopolitiques, ralentissement du commerce et de l'activité, hausse des prix de l'alimentation, des matières premières et de l'énergie, difficultés d'approvisionnement, et je pense que la liste n'est pas exhaustive. La situation mondiale, chacun le sait, se caractérise présentement par plusieurs composantes. D'abord, une croissance mondiale qui est en sévère ralentissement. 5,6% en 2021 de croissance, 3,3% en 2022. On prévoit encore quand même 2,7% en 2023. Mais attention, avec une économie sur 3 en récession.
La croissance devrait être au plus bas depuis 2001. La situation n'est pas favorable pour nos grandes économies partenaires, je pense en particulier à la faible croissance aux États-Unis, 1%, et à la récession chez nos 3 grands voisins, l'Allemagne, moins 0,7, l'Italie, moins 0,2, le Royaume-Uni, moins 0,8. Première caractéristique, donc, une croissance qui se ralentit. Deuxième caractéristique, une inflation forte, vous le savez aussi, poussée par les prix de l'énergie, mais aussi de l'alimentation. Troisième caractéristique, des taux d'intérêt en forte hausse, relevés par les banques centrales soucieuses de casser l'inflation. Enfin, quatrième caractéristique, des tensions géopolitiques persistantes. La guerre en Ukraine va-t-elle durer? Quelles seront ses conséquences sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe, de la France et de ses partenaires commerciaux? On le voit bien. Jamais il n'y a eu autant de questions sans évaluation possible en amont. Quel prix des énergies? Quel niveau des taux d'intérêt? Quelle activité et donc quel revenu? Ces questions se posent dans les mêmes termes pour l'État, les entreprises, les collectivités, les ménages. Ce contexte international n'est évidemment pas sans conséquences sur notre pays. Alors parlons de la France. Même si elle est apparemment plus résistante, la France ne peut pas ne pas être impactée par le contexte mondial et surtout européen. L'activité pour l'heure tient correctement. Après moins 0,2% au premier trimestre, plus 0,5% au second et plus 0,2% au troisième trimestre, l'activité reste positive. La croissance est attendue à 2,6% en 2022. Elle devrait l'être encore positive en 2023, entre plus 0,5% et plus 1%. Le chômage, moins 11% sur un an. Il est stabilisé à 7,5% en l'état actuel des choses. C'est néanmoins, rappelons-le, le plus bas niveau depuis 2012. Et les créations d'emplois tiennent bon pour l'heure. Plus 450 000 sur un an et plus 857 000 par rapport à 2019. L'inflation, 7%. Elle est plus faible qu'ailleurs. Dans la zone euro, l'Espagne et l'Italie dépassent 9%, l'Allemagne 11%, la Belgique 12%, les pays baltes sont tous au-dessus de 22%. L'inflation est prévue à 4,3% en France en 2023. Enfin, une politique budgétaire gouvernementale en l'état actuel des choses permissive. Dans le prolongement du quoi qu'il en coûte sanitaire, l'État français est parmi les grands pays européens celui où l'effort budgétaire de soutien est le plus important, à 2,1% du PIB, contre 1,1% en Allemagne, 1,5% au Royaume-Uni, 1,4% en Espagne. De fait, la trajectoire des finances publiques se veut accommodante, en conjuguant soutien et maîtrise des comptes publics. Le déficit public devrait être de 164,9 milliards d'euros, tel que issu de la loi de finances pour 2023, ce qui fait écho à 164,7 milliards en 2022. L'allègement des prélèvements obligatoires est encore aussi évoqué, avec 44,7% en 2023 au lieu de 45,2% en 2022. Des mesures, vous le savez, ont été prises pour réduire l'impact du coût de l'énergie, dont un bouclier tarifaire à hauteur de 45 milliards. Mais activité, pouvoir d'achat et consommation des ménages, investissement des entreprises, dépenses de l'État, résisteront-ils au choc d'inflation, de récession ou de taux d'intérêt venus de l'extérieur? Là sont, mes chers collègues, autant d'incertitudes. Je parlais d'incertitudes économiques et sociales jusqu'à présent. À celles-là s'ajoutent des informations encore incomplètes sur certaines dispositions législatives et d'intervention de l'État. Dans le contexte politique particulier actuel, qui veut que tant qu'une loi de finances n'est pas définitivement votée, elle ne peut être considérée, évidemment, dans une rédaction complètement arrêtée. Le texte final, disais-je, de la loi de finances pour 2023 n'est pas encore complètement arrêté. Le sera dans quelques heures ou quelques jours. 3 dispositions majeures, néanmoins, pour les collectivités locales, en particulier pour une ville comme Wattrelos, qui n'a pas droit, elle, au bouclier tarifaire, qui est réservé aux 30 000 petites communes. 3 dispositions majeures, néanmoins, existent sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. D'abord, le filet de sécurité. Il n'est pas à proprement parler dans la loi de finances, il figure dans la loi de finances rectificative pour 2022. Lui, il est certain, ce dispositif, mais il sera versé en 2023. L'État compense 70% de la hausse des dépenses d'énergie et d'alimentation et 50% de la revalorisation de 3,5% de points d'indice. C'est un one-shot. C'est le calcul 2022 versé en 2023. Pour cela, il faut respecter 3 critères. Une épargne brute inférieure à 22% en 2021, c'est notre cas.
Un potentiel financier par habitant inférieur au double de la moyenne de la strate, c'est notre cas, et une perte d'au moins 25% de l'épargne brute en 2022, ce sera notre cas. Et cela ne vaut, comme je le disais, que pour 2022. Pour Wattrelos, cela représente environ 1,2 million d'euros, et pour cela, nous avons perçu, ces jours-ci d'ailleurs, un acompte de 397 000 euros, presque 400, donc ici sur le mois de décembre. Ce dispositif, ce filet de sécurité, lui, il est certain, il est connu. Deuxième dispositif, la loi de programmation des finances publiques. Elle comporte un article pour limiter la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales à inflation prévue, moins 0,5%. L'inflation prévue pour 2023, c'est 4,3%, je le disais tout à l'heure, moins 0,5%. C'est donc l'idée qu'il faille absolument maintenir les dépenses de fonctionnement en deçà d'une augmentation de 3,8%. S'il y a dépassement dans la rédaction initiale de cet article, dans la loi de programmation des finances publiques, il y aura à ce moment-là, il peut y avoir limitation d'accès de la commune aux subventions d'État, telles les DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, qui financent une partie des investissements, ou le fonds vert, tel qu'il a été annoncé. En l'état actuel des choses, cette disposition, qui ne figure plus dans la loi de programmation des finances publiques, a été intégrée à la rédaction de la loi de finances pour 2023, mais elle devrait être encore corrigée, complétée dans sa rédaction avant le vote final de l'Assemblée nationale qui devrait intervenir prochainement. Donc, en tout cas, cette disposition existe. Son aspect contraignant devrait néanmoins en être un peu élimé. Troisième disposition, l'amortisseur électricité. Annoncé d'abord pour être par voie législative, ce dispositif finalement serait réglementaire et pourrait prendre en charge une part du surcoût des factures d'électricité de grandes collectivités, des hôpitaux et des entreprises. Ces contours ne sont pas encore définis, donc je ne puis le faire en lieu et place évidemment de l'autorité réglementaire. Tout cela devrait se clarifier dans les toutes prochaines semaines, mais je ne peux pas, au moment où nous parlons et où nous avons à préparer cet exercice sur nos orientations budgétaires, préciser davantage ce que pourrait être le soutien apporté. J'ai évoqué donc un certain nombre d'incertitudes dans cette première partie. Heureusement, il y a pour notre ville un certain nombre de certitudes autres et des certitudes qui bornent favorablement le présent et l'avenir financier de Wattrelos. Ces certitudes sont de trois natures. D'abord, l'accompagnement budgétaire de l'État, il est positif. Comme lors du précédent quinquennat, les concours aux collectivités locales progressent au niveau national. Le prélèvement sur recettes consacré aux collectivités locales progresse à 43,7 milliards d'euros au lieu de 43,1 en 2022. Pourquoi cette augmentation? À cause de 200 millions qui sont consacrés à l'augmentation du FCTVA et du fameux filet de sécurité que j'évoquais tout à l'heure, qui est doté d'une enveloppe de 430 millions d'euros. La dotation globale de fonctionnement, elle, reste à 26,6 milliards. Comme chaque année, par ailleurs, l'enveloppe de DSU, dotation de solidarité urbaine, qui vient abonder les finances des communes les plus pauvres, donc Wattrelos, augmente de 90 millions d'euros en 2023. Pour Wattrelos, cela se traduit comment? D'abord par une dotation forfaitaire qui reste stable à 8 310 000 euros. La DSU augmente, elle devrait augmenter de l'ordre de 176 000 euros, elle est passée ainsi à 8 390 euros. Et je me permets de faire observer qu'elle devient ainsi cette année la première des dotations de l'État pour la ville. Au total, la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui est la somme de la dotation forfaitaire de la DSU et de la dotation nationale de péréquation, devrait être de l'ordre de 17 640 kg, soit une augmentation de l'ordre de 182 kg. Et comme les compensations d'exonération fiscale reversées par l'État devraient être indexées sur les valeurs locatives, ces compensations devraient être d'un montant de 1820 kg, soit une augmentation de 108 kg. Au total, DGF et compensations, EFPIC permettrait aux dotations de l'État d'être aux alentours de 20 130 kg en 2023, soit une majoration un peu inférieure à 300 000 euros. Deuxième certitude, après ces données budgétaires en provenance de l'État plutôt positives, deuxième certitude, c'est que si en 2022, comme je le disais tout à l'heure, les comptes de la ville ont subi un choc,
Comme beaucoup de communes, les résultats de 2022 restent ici positifs. Ils ne le seront pas partout. Comme dans toutes les communes, disais-je, l'explosion des dépenses en 2022 a fait plonger le résultat. Nous avons connu, j'allais dire subi, un double choc. L'explosion des coûts énergétiques et une poussée inflationniste, et un deuxième choc lié à la revalorisation des 3,5% de point d'indice des fonctionnaires, très bonne décision pour les fonctionnaires, mais qui se traduit pour la ville par une augmentation de 1 million en année pleine des dépenses de personnel. Poussée, disais-je, des dépenses énergétiques. 580 000 € de plus pour le chauffage, 360 000 € de plus pour l'électricité, 290 000 € de plus pour l'éclairage public, 180 000 € de plus pour l'alimentation. Bref, une majoration d'1,4 million d'euros en cours d'année 2022, dont nous avons déjà parlé au moment des décisions modificatives. S'y ajoute la reconstruction de la salle Saint-Guilain, à hauteur de 280 000 € qui a dû être reconstruite sur frais de fonctionnement puisqu'il s'agissait de la réparation d'un incendie. Et donc, on est en section de fonctionnement et pas en section d'investissement. Et enfin, le contentieux OGEC à hauteur de 760 000 €, quoique ce contentieux soit encore en cours de négociation. Heureusement, à côté de cette poussée des dépenses énergétiques, heureusement, les dépenses de personnel ont été contenues. Elles devraient être en 2022 de 34,45 millions d'euros contre 34,40 millions d'euros en 2021. Mais c'est parce que les départs en retraite, qui ont représenté un allègement, entre guillemets, de charges financières à hauteur de 1,13 million d'euros, ont plus que compensé arithmétiquement les revalorisations d'indices, qui n'étaient que sur 6 mois, puisque c'était donc 490 000 €. Et cette compensation arithmétique, je le dis, n'est pas, à mes yeux et à nos yeux, complètement satisfaisante. Ceci dit, pousser les dépenses énergétiques, dépenses de personnel malgré tout contenues, tout cela fait plonger le résultat 2022. Le résultat 2021, c'était 2,94 millions d'euros. Le résultat 2022 prévisionnel, et évidemment, comme toute prévision, il est dans sa version sans doute la plus négative que nous puissions, au moment où je parle, le présenter, et il se devrait être proche de 810 000 €, c'est-à-dire une diminution de 2,2 millions du résultat sur l'exercice 2022. Pour autant, au-delà de cette diminution, notons-le, le résultat 2022 reste positif et l'assise financière de la ville est solide. Le résultat 2022 prévisionnel, il est positif, oui, plus 807 000 €. Et l'assise est solide à deux égards. D'abord parce que ce résultat positif permet d'alimenter un excédent de fonctionnement cumulé à fin 2022 encore très large, à 4,86 millions d'euros. Il était à 3,67 fin 2017, il était à 5,57 fin 2018. Donc vous voyez, c'est un résultat qui est dans la moyenne des résultats que nous faisions il n'y a encore pas si longtemps. Autre élément qui conforte l'assise financière, un endettement qui continue de baisser, de s'améliorer en qualité. Le stock est à 54,6 millions d'euros fin 2022 contre 58,4 en 2011. La part des emprunts à taux fixe ne cesse de s'accroître, 57,5% fin 2022. On était à 36,5% en 2017, ce qui stabilise évidemment nos charges financières et c'est un atout pour nous. La durée de vie moyenne des emprunts est stable, 7 ans et 11 mois. Elle était de 9 ans et 3 mois fin 2018. Enfin, le taux d'intérêt moyen ne cesse de baisser et c'est heureux aussi. En 2016, 3,513%. En 2023, 217%. En 2022, 3,003%. Résultat positif, disais-je, assise solide. Donc des éléments de certitude sympathiques. La troisième certitude aussi pour la ville quant à son avenir, c'est qu'elle dispose de perspectives haussières de ses recettes. Ces recettes à moyen terme, je ne vais pas dire sont condamnées, mais vont nécessairement progressivement s'accroître. Pourquoi ? D'abord avec les programmes immobiliers d'entreprise et d'habitat. Je rappelle que la ressource principale de la ville, c'est maintenant la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc avec ces programmes immobiliers d'entreprise et d'habitat, Wattrelos va élargir durablement les bases de ses ressources fiscales, qu'il s'agisse sur le plan économique, avec le programme LOX, les nouvelles constructions au Bec et au Winout, ou d'habitat, avec les 1100 logements du centre-ville. On n'est pas tout à fait encore aujourd'hui à 50% de la cible.
les sites Lénières, Pégnage, le PMR-QAD au Crétigné, les projets de construction au Montaleu ou à la Martinoire. Et d'ailleurs, de fait, nous pouvons noter qu'un indicateur significatif de cette évolution positive s'affiche avec l'envol des droits de mutation. Ce sont ce que vous connaissez sous l'autre nom des droits perçus sur transactions immobilières et inclus, comme l'on dit communément dans les frais de notaire, les DMTO. Nous percevions en 2017 873 kg, 897 en 2020, en 2021 1223 kg. Et là aussi, c'est une prévision, mais le chiffre devrait être de 1754 kg en 2022, soit un doublement depuis 2017, ce qui témoigne de la vitalité du marché immobilier, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'habitat sur le territoire de la ville. Des incertitudes, disais-je, des certitudes au milieu. Comment construire le budget 2023 ? C'est l'objet de la troisième partie, et dernière, je vous rassure. Cette préparation 2023, je l'ai dit tout à l'heure, elle se veut à la fois prudente, résiliente, constante. Prudence dans la stratégie. Prudent, nous le sommes, je dirais, naturellement et durablement. La stratégie financière fondamentale suivie depuis 2014, évidemment, ne change pas. On a nos 4 piliers de cohérence que j'énonçais l'an dernier qui sont et restent les mêmes. Conforter durablement les ressources de la ville sans recourir à des augmentations d'impôts. Dégager un autofinancement net positif et pour cela, encadrer durablement les dépenses de fonctionnement. Réduire régulièrement le stock d'endettement. Tirer profit de l'élargissement des bases taxables pour réduire progressivement le taux de taxe foncière. Alors me direz-vous, au-delà de cette stratégie affichée, réaffirmée dans la durée, quelles sont les conséquences du nouveau contexte 2022-2023 ? C'est de chercher à être plus prudent encore. Et à l'être à 2 égards. D'abord, d'une part, puisqu'il y a augmentation des dépenses exogènes, c'est-à-dire ce qui nous vient de l'extérieur, à savoir l'énergie, l'alimentation et l'inflation, nous devons faire preuve de prudence sur les autres dépenses. Je pense aux charges générales, au personnel ou aux charges financières. C'est indispensable pour préserver l'autofinancement. Et d'autre part, puisqu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, et l'envol là aussi est assez rapide et significatif, nous devons faire preuve de prudence sur les emprunts, ce qui devrait nous inciter à lever moins d'emprunts, à réduire plus vite le stock de dette et pour cela, limiter en 2023 le volume d'investissement. Deuxième ligne de conduite, après la prudence, la résilience. Résilience dans les choix d'investissement. Renforcer la résilience de la ville, ça veut dire quoi ? Ça veut dire renforcer sa capacité de résistance dans le nouveau contexte 2022-2023. Et renforcer cette résistance, renforcer la résilience, ce sont prendre 2 décisions majeures. D'abord, conforter la résilience des comptes de la ville en n'engageant pas d'investissements susceptibles d'être déséquilibrants. Le contexte, soyons francs, est celui d'un brouillard financier. Le résultat est plus faible, nous avons moins d'épargne, le coût de l'argent est plus cher, les taux d'intérêt sont en hausse. Alors, il faut accepter dans ce contexte de regarder les 3 gros investissements du mandat. Les travaux de Saint-Maclou sont déjà financés dans les comptes et figurent dans les reports de crédit en dépenses comme en recettes et donc il n'y a pas de problème puisque d'ailleurs au demeurant les marchés ont été attribués. La salle de spectacle, elle, ne figure pas encore dans les comptes. 2,7 millions d'euros de subventions pour un coût annoncé de 11,4 millions, soit près de 9 millions à couvrir, soit par autofinancement et ou par emprunt. Ce n'est pas compatible avec la lisibilité que l'on peut avoir, ni de l'évolution potentielle des résultats, puisque, je le disais, l'épargne baisse, ni des emprunts à lever, lesquels sont plus coûteux. J'ai un peu tendance à dire de manière métaphorique qu'on ne s'engage pas sur une autoroute de 1000 km si on n'est pas certain qu'il y aura des stations-service ouvertes sur le trajet. Comparaison automobile qui me paraît être très clair. Au contraire, donc, l'annonce du plan piscine 2 de la métropole européenne de Lille et les conditions prescrites à la commune, si sa candidature devait être retenue, c'est-à-dire de financer 30% du coût hors taxe du projet, sont plus compatibles avec nos capacités financières. Les cartes financières des financements de nos projets d'investissement, vous le voyez mes chers collègues, sont opportunément en train d'être rebattues.
Et donc, la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que sans doute faut-il réorganiser le calendrier et le choix des projets d'équipement, et d'autre part, décréter pour 2023 une pause sur le volume global pour conforter la structure financière et être prêt pour participer à l'appel à manifestation d'intérêt piscine, tel que je l'évoquais tout à l'heure. La deuxième décision majeure qu'il nous paraît nécessaire de prendre, c'est de conforter la résilience de la ville en accélérant les investissements de transition écologique. Ils faisaient partie du programme municipal, mais compte tenu du contexte, nous les renforçons et nous les anticipons, avec, je l'espère, l'appui du Fonds vert. En 2023, ainsi, nous poursuivons le programme de rénovation des chaudières, de l'ordre de 170 000 €. Nous accélérons la modernisation économe de l'éclairage public à hauteur de 340 000 €. Nous installerons des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments énergivores, des groupes scolaires Lavoisier, Cuisine Centrale, Jean Zay pour 125 000 € en première phase. Nous remplacerons des véhicules polluants à hauteur de 241 000 €. Mais cela ne nous interdit pas, évidemment, et c'est le troisième point, de poursuivre nos engagements antérieurs. Nous sommes très en amont de la fabrication du budget 2023, mais je me permets néanmoins de citer la suite de la mise aux normes handicapées de nos bâtiments publics, ADAP, pour 240 000 €, les nouveaux logiciels et modernisation environnement numérique, à hauteur de 300 000 €, c'était évoqué tout à l'heure d'ailleurs s'agissant de la gestion du temps de travail, le patrimoine scolaire, à hauteur de 110 000 €, un columbarium supplémentaire au cimetière du centre pour 40 000 €, des jeux au parc urbain pour 80 000 €, des aménagements d'espaces verts à hauteur de 150 000 €, des matériels d'entretien à hauteur de 60 000 €. Ce n'est évidemment pas exhaustif. L'exhaustivité sera présentée au moment du budget dans son volet d'investissement. J'ai dit prudence, j'ai dit résilience, et je conclus en disant constance. Constance dans les choix fiscaux et sociaux. Dans les choix fiscaux, car alors que beaucoup de villes ont augmenté leur taux de taxe foncière en 2022 ou prévoient de le faire en 2023, nous voulons essayer de poursuivre la baisse du nôtre. Rappelons que ces 3 dernières années, Wattrelos a baissé ses taux de TFPB, taxe foncière sur les propriétés bâties, à 2 reprises. En 2020, et non pas en 2021 comme c'est sur la projection, en 2020, baisse de moins 0,40 points, soit moins 0,8%. En 2022, baisse de moins 0,29 points, soit moins 0,6%. En 2022, seules 3 villes de la métropole ont baissé leur taux de TFPB, la Madeleine, Bondu et Wattrelos. 8 communes ont, à l'inverse, augmenté le leur. Pour 2023, nous travaillons, en l'état actuel de nos réflexions, je le précise, sur l'éventualité d'une baisse de moins 1 point, soit moins 1,5%. Constance donc dans les choix fiscaux, mais constance aussi dans les choix sociaux, car nombre de nos concitoyens sont dans la difficulté sociale. Déjà, en 2020-2021, le tarif de la restauration scolaire, on vient d'avoir l'évaluation, avait baissé de moins 20%. Pour 2023, nous travaillons sur l'idée qu'il n'y ait pas de hausse des tarifs de restauration malgré l'inflation, qu'il n'y ait pas de hausse des tarifs municipaux, garderies, loisirs, crèches, spectacles, que nous mettions en œuvre le plan Nouvelle Solidarité qui était présenté lors du dernier conseil et qui est mis en œuvre par le Centre communal d'action sociale. Et pour cela, nous travaillons à l'idée d'augmenter de 50% le budget d'aide sociale du CCAS. Constance dans les choix fiscaux, constance dans les choix sociaux. Pour résumer, mes chers collègues, pour la construction du budget primitif 2023, nous travaillons, et de manière très synthétique, je reprends ces 5 items. D'abord, essayer de limiter de 3 à 3,5% l'augmentation des dépenses globales de fonctionnement pour renforcer l'autofinancement et ainsi préserver notre avenir. Deuxièmement, réviser le calendrier et la nature des projets d'investissement avec pour 2023, Saint-Maclou, des investissements de transition énergétique et se préparer à intégrer l'AMI du plan Piscine 2 de la MEL. Troisième item, accélérer la baisse de la dette. Baisser, par exemple, de 1 million d'euros d'une année à l'autre. Baisser le taux de taxe foncière. Baisser de 1 point, par exemple, d'une année à l'autre. Et augmenter significativement le budget d'aide sociale. J'ai évoqué l'augmentation possible de 50% pour venir en aide aux plus démunis. Telles sont, chers collègues, les propositions de notre majorité pour 2023 et donc nos hypothèses de travail pour la construction de ce budget que nous voterons, je l'ai dit,
enfin en tout cas au moins pour la majorité et peut-être davantage, que nous voterons donc début février prochain. Voilà, chers collègues, ce que je pouvais dire aussi vite que possible pour présenter ce rapport d'orientation budgétaire. Je n'ai été saisi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que d'une seule demande d'intervention. Donc dès que la technique ce sera... Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Ricci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, des dotations de l'État en augmentation qui devraient encore croître en 2023. Une année record pour les droits de mutation avec plus de 1,7 million d'euros. De nombreux départs à la retraite pour 1,13 million d'euros. Et pourtant, une épargne brute en chute libre qui plonge, selon vos propres mots, qui sera très certainement négative pour cette année qui se termine. Au final, des charges générales qui augmentent de plus de 2,4 millions d'euros. Alors bien sûr, cela s'explique en partie, effectivement, par le contexte particulier que nous traversons actuellement. 1,24 million d'euros supplémentaires sur les dépenses énergétiques, 300 000 euros de travaux sur la salle de sport Saint-Guilain, une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires territoriaux de 3,5% à partir de juillet pour 487 000 euros, mais aussi ce contentieux avec les OGEC, c'est-à-dire les écoles privées et le collège privé de notre commune, pour un montant de 760 000 euros qui dégrade évidemment fortement le résultat de notre ville, même si on a bien noté que des discussions étaient en cours. Pour l'instant, c'est ce qui est inscrit, donc permettez-moi de le souligner. Pour résumer, un autofinancement qui s'effondre et qui ne suffit pas aux besoins de notre ville, et ces besoins sont nombreux. Une salle de spectacle, dont nous avons bien compris qu'elle ne verrait le jour ni cette année ni l'an prochain. Une piscine, espérons qu'elle fera partie du plan piscine 2 de la MEL. La réfection de notre église, y compris les voûtes qui ne seront pas réalisées dans cette première phase. Une dette qui baisse très lentement, trop lentement. Mais nous retenons l'objectif que vous vous êtes fixé de la faire baisser de 1 million d'euros en 2023. Nous avons aussi retenu votre volonté d'accentuer votre aide, notamment sociale, et nous soutenons évidemment cette mesure sans aucune ambiguïté, avec un petit message peut-être aussi concernant les bénéficiaires de l'épicerie solidaire qui aujourd'hui, on ne sait pas trop, enfin on a entendu parler qu'il y avait une nouvelle, mais... 3 épiceries solidaires sur Waterloo. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas c'est récent. Alors, en tout cas, absolument. Ouais, bon, voilà. Donc on n'a pas trop d'informations, c'est pour ça que je le disais sur ce ton. Celle du 1er novembre est ouverte, les 2 autres arrivent. D'accord. J'ai pas entendu de soutien commercial pour nos commerces. Je constate avec regret qu'il n'y a plus d'opérations commerciales pour la première fois depuis bien longtemps. Donc ma question aussi, c'est comptez-vous soutenir nos commerçants et continuer à le faire comme on l'a toujours fait? Avec un autofinancement en baisse, les banques auront aussi du mal à soutenir Waterloo, évidemment, ce qui a pour conséquence de devoir faire cette pause d'investissement, comme vous l'avez appelé. La réalité est, disons, beaucoup moins romantique. En réalité, vous n'avez pas le choix. Cette pause des investissements n'est pas choisie, vous la subissez. Elle s'impose. Non, elle se prépare. En réalité, vous n'avez plus le choix, comme je le disais. L'augmentation des taux d'intérêt va aussi avoir un impact négatif sur nos prêts qui ne bénéficient pas d'un taux fixe. Je rappelle qu'effectivement, même si la part des prêts à taux fixe augmente, il reste quand même 13 prêts à hauteur pour 10,3 millions d'euros à taux variable et 8 prêts pour 12,9 millions d'euros à taux dit structuré. Vous anticipez une baisse des droits de mutation à hauteur de 1,5 million d'euros, ce qui, à mon avis, est encore très élevé. Oui, mais nous pensons qu'ils seront plutôt au niveau de 2019 à 1 million d'euros. Mais en tout cas, l'avenir nous le dira. L'État demande de contenir les charges sans excéder 3,8%. La tâche sera ardue et il s'agira de prendre les bonnes décisions. Il n'existe malheureusement pas de recette miracle. Soit il faudra lever un impôt, nous ne le souhaitons évidemment pas, soit baisser les charges. Nous avions déjà préconisé par le passé de baisser les charges aussi par la dépense de personnel qui est encore trop importante à Waterloo. Alors je sais bien, vous allez me dire, mais ok, monsieur Ricci, mais quel service ferme-t-on? Ben aucun, monsieur le maire. Vouloir tout faire en interne est une erreur et le recours à l'externalisation sur certains services peut être envisagé pour réduire les coûts et pallier à la baisse des effectifs. Monsieur le maire, il s'agit de se rendre à l'évidence. Il faut changer les mauvaises habitudes.
Vous ne pouvez plus faire un peu de tout, un peu n'importe comment, car au final, vous ne faites que trop peu et la politique menée ne produit que trop peu d'effets. J'en ai terminé, monsieur le maire. Ouais, je n'ai pas entendu beaucoup de critiques, hein. Soyons francs. Bon, sur les commerces, au moment du budget, Madame Dujardin vous répondra, mais quant à l'animation, on était quelques-uns hier auprès de commerçants forains du marché qui se félicitaient de l'animation qui avait eu lieu au mois de décembre. Oui, 15 clients qui étaient là avec des marchands forains qui ont été ravis. Ces clients, les marchands forains aussi d'ailleurs, de pouvoir remettre des lots, 700 participants dans cette animation. Et les marchands forains, avec la société prestataire, ont annoncé que pour le mois de juin, il y aurait une nouvelle opération commerciale qui serait quand même dotée d'à peu près 16 000 € de participation financière des commerçants et de la société prestataire. C'est quand même pas rien. Donc en termes d'animation, sur le reste de la politique commerciale, rassurez-vous, cela se concrétisera dans le prochain budget. On n'a pas eu l'habitude de laisser tomber nos commerçants, bien au contraire. Et ce que j'ai vécu hier soir auprès de Béatrice Dujardin me conforte évidemment bien dans cette idée. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le cadrage global, je ne vais pas refaire tout l'article, hein, on a beaucoup d'incertitudes. Ça fait un moment que je suis dans la vie publique. Je crois la connaître bien. Soyons francs, vous êtes aussi dans le domaine de l'entreprise. Jamais on en a eu autant. Jamais. Évolution de l'activité, évolution des taux d'intérêt, évolution de la croissance, donc des revenus. Enfin bref, il y a des tas de questions qui se posent. Quand vous êtes confronté à de telles incertitudes, quand vous êtes dans ce que je disais tout à l'heure, une forme de brouillard financier où votre épargne peut chuter du jour au lendemain parce que vous subissez des dépenses exogènes, enfin des charges exogènes que vous ne pouvez pas toujours maîtriser, ou c'est difficile de maîtriser parce que quand on peut fermer toujours des bâtiments, on peut arrêter toute l'électricité, mais enfin ça fait aussi des conséquences, donc c'est pas toujours facile de le faire. On a dans ce cas-là un réflexe bien naturel qui est celui de la prudence. Quand on est dans le brouillard, on ralentit sa vitesse. Bon, on ne roule pas toujours aussi vite. On ralentit sa vitesse et cette fois-ci, on a une deuxième opportunité. Je ne subis pas la hausse des taux d'intérêt. Nous n'avons pas de problème de taux d'intérêt. Quand 57% de nos charges financières sont déjà des charges fixes, on ne subit pas. Et donc, avec un taux moyen de 3%, on ne subit pas. En revanche, il y a une opportunité que je ne subis pas, mais qu'avec la majorité, nous voulons préparer. Ce serait inintelligent que de ne pas le faire. C'est de profiter de l'opportunité d'un appel à manifestation d'intérêt avec une possible création d'une ou plusieurs piscines métropolitaines sur le territoire de la métropole. Là où il y a des besoins, c'est le cas à Wattrelos, là où il y a des clubs qui peuvent servir aussi d'assises, c'est le cas à Wattrelos, là où il y a du foncier disponible, c'est le cas à Wattrelos, là où il y a des études techniques faites, c'est le cas à Wattrelos, vous le savez, puisqu'on a présenté le résultat de ces études la dernière fois. Et si maintenant, vous pourrez peut-être un peu mieux comprendre pourquoi, il y a 1 an et demi, j'ai confié à Jean-Philippe Dumoulin la mission de réaliser ces études et pourquoi on les a présentées. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et il y a donc là un facteur d'opportunité. Cette opportunité, voilà, je ne vais pas faire les décisions de la métropole avant qu'elle ne les ait exprimées. Je n'aurai pas cette impudence. Ni, je n'ai pas l'habitude non plus de prendre des risques en la matière, mais je crois que notre dossier est bon. Et nous serions inintelligents d'essayer de porter sur notre dos la réalisation, soit en emprunt, soit en épargne, que nous n'avons plus d'ailleurs, des 9 millions qui permettraient de faire la salle de spectacle tout de suite, ce qui nous priverait de pouvoir rentrer dans la AMI piscine, alors que le plan piscine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la métropole construit une piscine, elle en est propriétaire. Le personnel sera métropolitain. Elle assume 70% de la construction. Elle demande aux communes, serons-nous seuls, aurons-nous une autre commune, 30% de participation sur l'investissement, c'est-à-dire que sur une piscine de 11-12 millions, ça fait que 3 millions à mettre au pot. Et qui plus est, la métropole, dans son plan, assume la totalité des charges de dépenses de personnel et 50% des frais d'exploitation de la piscine concernée. Et donc la ville, ou les villes, s'il y a une alliance intercommunale, n'assument que 50%. Vous m'accorderez
que ne pas s'intéresser à cette opportunité serait une faute grave de ma part et de la majorité. Et que, non, mais vous n'avez pas dit, mais je ne demande pas à ce que vous approuviez tout de suite, mais vous comprendrez que dans ces circonstances-là, il vaut mieux retenir le crayon et ne pas s'engager dans des travaux qui s'avéreraient particulièrement déséquilibrants et coûteux. Je pense à la salle de spectacle, même si c'est pour moi la mort dans l'âme, et pour Gilbert, j'en parle même pas, la décision d'y renoncer à aujourd'hui. Mais après tout, à partir de 2025-2026, la ville aura des recettes fiscales bien meilleures. Nous aurons détendu l'équilibre financier de la ville. Et donc, aujourd'hui, se préparer à réduire le stock de dette, parce qu'on va devoir financer quand même les 30%, je veux dire, de la piscine, si notre candidature est acceptée dans les 3 ans qui viennent, cela veut dire se mettre en situation de pouvoir répondre à cela. Et j'ai l'assentiment, nous avons le sentiment dans la majorité qu'en faisant ces choix-là, on fait les choix les meilleurs pour la ville. Voilà. Donc, vous l'avez vu, dans cette situation un peu de brouillard, où effectivement la situation est plus incertaine, on réaffirme un certain nombre de certitudes. Nos comptes seront positifs en 2022, vous verrez, ce ne sera pas partout pareil. Nos comptes seront positifs, et en même temps, on va décréter sur 2023 ce qu'on a dit. Baisse du stock de dette, baisse du taux de fiscalité, renforcement de la structure financière, on va essayer de le faire sur 2023-2024, amélioration des investissements économes en énergie, parce que ça se retrouvera sur les économies de charges. Et je préfère faire des économies sur les charges énergétiques que sur les charges de personnel, moi, pour le coup. Bon. Parce que je préfère avoir des agents qui rendent service à la population que des candélabres qui coûtent trop cher. Donc après, ça, c'est aussi un choix politique, mais c'est le nôtre. Et donc, une fois qu'on aura fait ces économies-là, on sera dans une situation où on pourra, je pense, dire qu'on a rempli notre mission, qu'on aura offert les meilleurs investissements possibles dans un contexte difficile, mais je crois suffisamment solide pour qu'on puisse dire en fin de ce mandat que nous aurons peut-être pas respecté scrupuleusement nos projets d'investissement, mais ils évoluent au gré des contextes, et ce contexte, on l'a suffisamment insisté, mais nous aurons respecté les grands axes de nos promesses, et si la piscine arrive finalement avant la salle de spectacle, l'essentiel, c'est qu'en 2026, 2027 ou plus tard, mais 2026, je crois, la ville puisse être dotée d'une nouvelle piscine et que nos scolaires puissent apprendre à aller à la pratique de la natation. Je crois que c'est un souhait que nous avons tous. Voilà, enfin, tout ceci dit, j'ai bien noté vos encouragements. Il y en eut, vous ne pouvez le nier, et donc je les enregistre. Monsieur Soyer, vous avez des observations à faire. Je n'ai pas entendu que vous vouliez faire une intervention sur le budget. Bon. Donc je ne saurais pas ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place, et je le regrette. Enfin, pas que vous soyez à ma place, hein, mais que je ne sache pas ce que vous auriez fait. Madame Delannoy non plus. Bien. Donc nous avons, je peux donc faire observer que ce débat d'orientation budgétaire, qui est un débat sans vote, s'est tenu. La réglementation impose néanmoins que nous attestions par délibération que le débat a bien eu lieu sur la base du rapport transmis. C'est l'unique objet de ce rapport qui est soumis à vos voix. Et je pense que chacun admettra que le débat a eu lieu, donc il n'y a pas de voix contre, il n'y a pas d'abstention. Et donc dès lors, puisque le rapport numéro 1 est adopté, je peux donc, vous souhaiter à toutes et à tous la meilleure fin d'année possible, et surtout que vous trouviez au pied de votre sapin tout le bonheur du monde possible. Très bonne fin d'année à toutes et à tous. La séance est levée.